Le Parti communiste chinois joue un jeu difficile avec les États-Unis. Monsieur Biden pense qu'il sait comment jouer, mais il est dépassé par les événements. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. On a souvent dit que les relations entre les États-Unis et la Chine étaient les plus importantes de la planète. Si les États-Unis et la Chine sont si importants, c'est parce qu'ils disposent chacun de la première et de la deuxième plus grande économie du monde. Ils consacrent le plus d'argent au monde à leur armée. Et ils sont considérés comme les leaders du monde libre et du monde sans liberté. Lorsque Joe Biden faisait campagne pour la présidence, il a écrit que la Chine représente un défi particulier pour les États-Unis et que les États-Unis doivent se montrer fermes avec la Chine s'ils veulent préserver leur position dominante dans le monde. Bien dit, Joe, bien dit. Avec 40 ans de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Il a promis d'investir dans l'industrie manufacturière américaine, de collaborer avec les alliés des États-Unis pour contrer les pratiques commerciales déloyales de la Chine et de dénoncer le bilan catastrophique de la Chine en matière de droits de l'homme. Puis il est entré en fonction. Plusieurs mois se sont écoulés. Puis une année. Puis encore quelques mois. Enfin, M. Biden a publié une politique à l'égard de la Chine. Elle a été retardée de plus d'1 an. Qu'est-ce que c'était? Aquaman 2? Amber Heard jouait-elle aussi dans ce film? Ne vous méprenez pas, Biden a fait beaucoup de choses en rapport avec la Chine, avant même d'avoir défini une grande stratégie. Il a sanctionné des fonctionnaires chinois pour la répression de la démocratie à Hong Kong. Il a irrité la Chine en déclarant à plusieurs reprises que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion par la Chine. Bien que ses collaborateurs se soient toujours rétractés immédiatement après. L'administration Biden a mené une véritable politique de la corde raide en ce qui concerne la défense de Taïwan. Biden met le pied gauche, son administration retire le pied gauche. Il fait de même et la Chine s'agite dans tous les sens, de rage. M. Biden a également signé la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours, qui bannit les produits chinois fabriqués par des esclaves ouïghours. Son administration a également continué à définir la persécution des Ouïghours comme un génocide. Toutes ces mesures sont bonnes, c'est certain, mais il a aussi fait des choses qui, disons-le, ne prouvent pas exactement que les États-Unis durcissent le ton à l'égard de la Chine. Tout d'abord, il existe des liens plutôt douteux entre la famille Biden et des entreprises chinoises gérées par l'État. M. Biden a également abandonné l'ordre exécutif de M. Trump qui aurait obligé TikTok, une entreprise chinoise, à vendre à une société américaine ou à être interdite. M. Biden a remplacé le décret de M. Trump par son propre décret, qui prévoit un examen de la sécurité nationale de toutes les applications étrangères, y compris TikTok. Alerte au spoiler pour ceux qui ne le savent pas. TikTok est une menace pour la sécurité nationale. M. Biden a également mis fin à un programme de lutte contre l'espionnage axé sur la Chine. Plus tard, le département d'État de Joe Biden a supprimé une ligne de son site web, indiquant qu'il ne soutenait pas l'indépendance de Taïwan, pour la remettre en place après que la Chine s'en soit plainte. Un pied gauche à l'intérieur, un pied gauche à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que cette politique? Et puis, les États-Unis ont totalement bâclé un sommet censé promouvoir la démocratie, mais qui a fini par les faire passer pour un instrument de la Chine communiste. Au cours du sommet, le ministre taïwanais du numérique a présenté un diaporama sur lequel figurait une carte où Taïwan était d'une couleur différente de celle de la Chine continentale. Après que la carte ait été affichée pendant environ 1 minute, son flux vidéo a été coupé. La Maison-Blanche craignait que le fait de différencier Taïwan et la Chine sur une carte, lors d'une conférence organisée par les États-Unis, puisse être perçu comme allant à l'encontre de la politique d'une seule Chine, de Washington. Ils ont donc renoncé à des personnes parce qu'elles étaient d'une couleur différente. Pas très woke, l'administration Biden. Le plus ironique, c'est que si les États-Unis n'avaient rien fait, cela n'aurait probablement même pas fait la une des journaux, et Pékin n'en aurait même jamais eu connaissance. Mais bon, quand on n'a pas encore mis en place sa politique chinoise, il est facile d'oublier sa position sur des petites choses comme ça, j'en suis sûr. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a finalement dévoilé la politique chinoise de Joe Biden en mai dernier. Et, surprise, surprise, elle promettait de sévir contre la Chine. La Chine est le seul pays qui dispose à la fois de l'intention de remodeler l'ordre international et, progressivement, de la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique nécessaire pour y parvenir. L'objectif de la stratégie, selon M. Blinken, est de faire progresser la vision des États-Unis pour un système international ouvert et inclusif. Ce qui semble bien. Mais si Taïwan est exclu parce qu'elle est d'une couleur différente sur une carte, je ne suis pas sûr que ce système soit vraiment inclusif.
La stratégie repose sur 3 piliers principaux. Les États-Unis investissent dans leur propre développement, travaillent avec leurs alliés, partenaires et autres, et surpassent la Chine dans les domaines stratégiques. Comment cette stratégie a-t-elle fonctionné jusqu'à présent? Je vous en dirai plus juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à tous. Il y a un an cette semaine, l'administration Biden a publié sa politique à l'égard de la Chine. La stratégie semble à peu près aussi claire que lorsqu'il n'y avait pas de stratégie. Dans certains domaines, les États-Unis ont, comme l'a dit M. Biden, durci le ton à l'égard de la Chine, alors que dans d'autres domaines, ce n'est pas vraiment le cas. Pour commencer, voyons comment M. Biden est en train de durcir le ton à l'égard de la Chine. Lorsqu'il est entré en fonction, M. Biden a critiqué un grand nombre de mesures prises par M. Trump en matière de politique étrangère. Mais l'une des choses qu'il a laissées en place, ce sont les droits de douane sur les produits chinois. Ceux-ci sont le résultat de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, lorsque la Chine ne respectait pas sa part de l'accord commercial que Trump avait négocié. Les États-Unis ont donc imposé des droits de douane sur des milliards de dollars de produits chinois. Katherine Tai, la représentante américaine au commerce de M. Biden, a déclaré à plusieurs reprises qu'il constituait un levier important pour amener Pékin à modifier ses pratiques commerciales déloyales, ce qui explique pourquoi M. Biden les a maintenues en place. C'est très important, car si M. Biden avait levé les sanctions, cela aurait signifié à la Chine qu'elle peut enfreindre les règles sans que les États-Unis ne fassent quoi que ce soit. Or, la Chine enfreint de nombreuses règles. C'est comme un chat qui vous regarde dans les yeux, en poussant lentement votre tasse de café sur le bureau, puis qui vous dit « Oups, désolé ». Sauf qu'il ne s'excuse pas. À bien y penser, les chats non plus. Quoi qu'il en soit, à propos de la Chine qui enfreint les règles, Joe Biden a notamment créé une « Maison de la Chine » au sein du département d'État, afin de coordonner la réponse des États-Unis à toutes les menaces émanant de la Chine. Ce bureau s'appelle officiellement Office of China Coordination et, selon M. Blinken, il s'appuie sur l'expertise de l'ensemble du département pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie globale des États-Unis visant à concurrencer de manière responsable la Chine. Cela semble être une bonne chose, mais seulement si l'administration est sérieuse dans sa volonté de durcir le ton vis-à-vis de la Chine, ce qui, dans certains cas, ne semble pas être le cas. Nous y reviendrons dans quelques instants. Un autre élément important des relations entre les États-Unis et la Chine a été la signature de la loi Chips et Science Act. Cette loi concrétise l'un des piliers de la stratégie chinoise, qui consiste à stimuler l'industrie manufacturière des États-Unis en investissant dans l'innovation américaine. M. Biden a affirmé que cette loi n'était pas destinée à nuire à la Chine. Mon désir de développer l'industrie manufacturière américaine et les emplois en Amérique n'a rien à voir avec la Chine. Je ne suis pas préoccupé par la Chine. Pourtant, la fiche d'information de la Maison-Blanche indique très clairement qu'il s'agit de contrer la Chine. Biden parle-t-il seulement à sa propre administration? Chaque fois qu'il dit ou fait quelque chose, celle-ci le contredit. J'attends qu'il dise « la Maison-Blanche » et qu'un fonctionnaire vienne dire « en fait, c'est rose maintenant ». Mais ce que Biden a vraiment fait de significatif sur les puces électroniques, c'est d'interdire la vente de certaines puces avancées à la Chine. Celles-ci sont utilisées pour des applications telles que l'intelligence artificielle, les équipements militaires de pointe et les superordinateurs, qui constituent tous une menace pour la sécurité nationale des États-Unis lorsqu'ils sont entre les mains de la Chine. Cette mesure, plus les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a entraîné une baisse de 25% des importations de semi-conducteurs de la Chine au cours des 2 premiers mois où elle est entrée en vigueur. Incroyable, une loi qui est réellement efficace dans ce qu'elle tente de faire. Dans le même temps, les États-Unis accélèrent la livraison d'armes à Taïwan afin que ce pays puisse se défendre contre une invasion chinoise. Mais comme la Chine considère que Taïwan fait partie de la Chine, je suis sûr qu'ils diront simplement « Les États-Unis ont donné des armes à la Chine pour qu'elle se défende d'elle-même. » Merci, Joe. Je ne suis certainement pas furieux que vous donniez des armes à moi. C'est une bonne nouvelle, car les livraisons d'armes par les États-Unis ne sont pas toujours les plus opportunes. En ce qui concerne l'envoi d'armes aux alliés, les États-Unis et le Royaume-Uni ont conclu un accord portant sur l'envoi de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie. Pour être clair, il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Ils sont simplement propulsés par la technologie nucléaire, ce qui les rend si précieux. Ils n'utilisent pas de moteur diesel conventionnel. Ils sont donc beaucoup plus silencieux, ce qui les rend plus difficiles à détecter, et ils vont beaucoup plus loin. Cet accord est l'un des premiers conclus dans le cadre de l'Alliance de sécurité AUKUS, un partenariat de défense mis en place entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie en 2021. La Maison-Blanche nie que cette alliance a été créée uniquement pour contrer la Chine, affirmant que la Corée du Nord, la Russie et d'autres pays constituent également une menace dans la région Indo-Pacifique. Mais la Chine ne voit pas les choses de cette manière, et je ne pense pas qu'il en soit de même pour les autres. Dans son énoncé de mission, AUKUS parle de promouvoir une région Indo-Pacifique libre et ouverte, sûre et stable. Et la principale menace dans la région Indo-Pacifique à l'heure actuelle est la Chine.
Les États-Unis font également partie d'une autre alliance de sécurité Indo-Pacifique avec l'Inde, l'Australie et le Japon, appelée Quad. Ou s'il était cool, la Quad Squad. L'année dernière, ils se sont mis d'accord pour créer une base de données en temps quasi réel sur les navires en mer, qui utiliserait les données de suivi disponibles dans le commerce, pour surveiller la pêche illégale, les milices maritimes, et les transferts clandestins de marchandises telles que les armes. Les pêcheurs chinois sont non seulement connus pour braconner dans les eaux territoriales d'autres pays, mais ils ont également été utilisés comme garde-côtes de facto pour protéger les intérêts de la Chine en mer. Cela couvre donc le contrôle de la puissance technologique et militaire de la Chine. Mais M. Biden s'est également efforcé de contrecarrer l'influence économique de la Chine dans la région. L'année dernière, il a lancé le cadre économique Indo-Pacifique. L'IPEF est un bloc commercial qui se présente comme une alternative au partenariat économique global régional de la Chine. Voici tous les pays du cadre économique Indo-Pacifique dirigés par les États-Unis. Et voici tous les pays membres du partenariat économique global régional de la Chine. Comme vous pouvez le voir avec tous les pays en violet, il y a pas mal de chevauchements. Nous venons de changer la couleur de ces pays. Vite, coupez l'image avant que la Chine ne se fâche. Ce n'est pas non plus un secret que les États-Unis essaient d'avoir une plus grande empreinte dans la région. Lors du lancement du partenariat, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, l'a qualifié de « tournant important dans le rétablissement du leadership économique des États-Unis dans la région et dans la présentation aux pays de l'Indo-Pacifique d'une alternative à l'approche de la Chine sur ces questions cruciales ». Reste à savoir si le partenariat de Joe Biden sera réellement mis en place. Certains sceptiques estiment qu'il est très ambitieux, mais que sa réalisation est une autre affaire. La nature exacte de ce partenariat n'a pas encore été définie. Mais s'il devient une plaque tournante pour le commerce entre les États-Unis et l'Asie, il fera progresser le plan de M. Biden pour la Chine, qui consiste à travailler avec d'autres pays pour contrer l'influence chinoise. M. Biden a donc fait un certain nombre de choses pour renforcer la position des États-Unis dans leurs relations avec la Chine. Mais il a également commis un certain nombre de faux pas qui, selon moi, ont fait reculer les États-Unis. J'en parlerai juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à tous. Toutefois, l'administration Biden est parfaitement consciente de la menace que représente le Parti communiste chinois pour les États-Unis et le reste du monde. Mais elle a également montré à maintes reprises qu'elle ne comprenait toujours pas la nature fondamentale du Parti communiste chinois. Les États-Unis sont en guerre idéologique avec la Chine. La Chine est un régime marxiste-léniniste. C'est quelque chose que l'administration Trump a compris. Le secrétaire d'État Mike Pompeo l'a d'ailleurs expressément dénoncé. Ce n'est pas quelque chose que l'administration Biden a fait. Et à cause de cela, l'administration Biden fonctionne comme si la Chine était un autre pays normal avec lequel les États-Unis peuvent travailler. Par exemple, dans son discours sur la politique chinoise, le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis souhaitaient toujours travailler avec la Chine dans un certain nombre de domaines, l'un d'entre eux étant le changement climatique. Le climat n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de mathématiques. Il n'y a tout simplement aucun moyen de résoudre le problème du changement climatique sans le leadership de la Chine, le pays qui produit 28% des émissions mondiales. C'est vrai, la Chine produit plus d'émissions de gaz à effet de serre que tous les autres pays développés réunis. Bien sûr, la Chine a fait de belles déclarations sur le changement climatique, comme celle de plafonner les émissions de CO2 d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Mais elle construit des centrales au charbon comme jamais auparavant. Désolé, je me suis trompé. Ils construisent des centrales au charbon comme s'ils voulaient s'assurer qu'il n'y aurait pas de lendemain. Ce que l'administration Biden ne semble pas comprendre, c'est que le PCC n'a jamais fait une promesse ou un accord qu'il n'est pas prêt à rompre. Oups, bien sûr, elle a promis d'être neutre en carbone d'ici à 2060, tout comme elle avait promis de ne pas militariser les îles de la mer de Chine méridionale. Puis, quelques années plus tard, devinez ce qu'elle a fait? La même chose s'est produite avec le fentanyl. M. Blinken pense que les États-Unis peuvent collaborer avec la Chine pour mettre fin à la contrebande de fentanyl en provenance de ce pays. Pour lutter contre les stupéfiants illégaux et illicites, en particulier les opioïdes synthétiques comme le fentanyl, qui a tué plus de 100 000 Américains l'année dernière, nous voulons travailler avec la Chine pour empêcher les organisations internationales de trafic de drogue d'obtenir des produits chimiques précurseurs, dont beaucoup proviennent de Chine. Cette approche semble rationnelle si l'on a affaire à un gouvernement rationnel. Mais ce n'est pas le cas du gouvernement chinois. Non seulement il est prouvé que des fonctionnaires chinois de haut niveau travaillent avec des triades chinoises sur la contrebande de drogue, mais aussi que des banques chinoises sont impliquées dans le financement de ce trafic. Pourquoi l'administration Biden n'a-t-elle pas tiré les leçons de l'expérience de Trump ou de celle d'Obama? Ils ont tous deux obtenu de Xi Jinping qu'il accepte de sévir contre l'entrée du fentanyl aux États-Unis. Mais cette promesse n'a pas été respectée.
Aux yeux de la Chine, la contrebande de fentanyl fait d'une pierre deux coups. Elle déstabilise les États-Unis en tuant chaque année 70 000 travailleurs américains et soldats en puissance. Et elle détourne l'attention de tous les conflits que la Chine déclenche pour les États-Unis dans d'autres régions du monde. Elle a également l'avantage de créer des frictions entre les États-Unis et le Mexique, car le fentanyl est souvent expédié aux cartels mexicains, qui le font passer en contrebande à travers la frontière. Sans parler du chaos qu'il provoque dans tous les États-Unis, lorsque les partis commencent à se disputer sur les politiques frontalières. Je ne veux pas dire que Blinken ne voit rien de tout cela. Il semble comprendre que la Chine ne va pas faire de la diplomatie comme un pays normal, ou, si elle le fait, ce sera uniquement pour mener les États-Unis à la baguette, en attendant des concessions et en les utilisant ensuite comme levier pour obtenir ce que la Chine veut de la relation. Nous sommes prêts à accroître notre communication directe avec Pékin sur toute une série de questions. Nous espérons que cela se produira. Mais nous ne pouvons pas compter sur Pékin pour changer de trajectoire. Nous allons donc façonner l'environnement stratégique autour de Pékin pour faire progresser notre vision d'un système international ouvert et inclusif. C'est une bonne chose qu'ils le reconnaissent, mais les actions de l'administration Biden ne sont pas en phase avec ce que dit Blinken. Elle a pratiquement supplié le gouvernement chinois à genoux de reprendre les pourparlers à haut niveau. Tu veux un peu de baume à lèvres? Il faut s'assurer que les lèvres sont bien douces quand on embrasse des autoritaires. Cela signifie que les États-Unis ne se contentent pas de façonner l'environnement stratégique autour de Pékin, comme ils l'avaient annoncé. Ils pensent toujours qu'ils doivent être gentils avec la Chine pour éviter que les relations ne s'enveniment. Le problème, c'est que le Parti communiste chinois sait ce que veulent les États-Unis et s'en servira comme levier pour obtenir ce qu'il veut. Oh, vous voulez des discussions à haut niveau? Et si vous arrêtiez de nous contenir, avec des sanctions et des contrôles des exportations? C'est littéralement ce que le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a dit à l'ambassadeur des États-Unis en Chine ce mois-ci. Selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, il a déclaré « Les États-Unis ne devraient pas parler de communication tout en réprimant et en contenant continuellement la Chine. Nous contenir. Vous savez, parce qu'il serait cruel et maléfique de retenir des gens contre leur volonté. Qui ferait une chose pareille? Oui, c'est la Chine qui est persécutée dans cette relation. » En essayant de ne pas fâcher la Chine, Joe Biden s'est également mis en travers de ses autres objectifs de politique étrangère, à savoir la promotion des droits de l'homme. Prenons l'exemple de John Kerry, l'envoyé de M. Biden pour le climat international. Kerry se serait heurté à d'autres fonctionnaires de l'administration parce qu'il voulait minimiser les violations des droits de l'homme commises par la Chine afin d'amener cette dernière à conclure un accord sur le changement climatique. La situation était similaire avec le ballon espion. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il était advenu de l'enquête du FBI sur le contenu de ce ballon? Selon Reuters, les résultats n'ont pas été rendus publics et d'autres sanctions contre la Chine ont été retardées parce que M. Blinken essayait de reprogrammer sa visite à Pékin. Un responsable chinois a confirmé à Reuters qu'une nouvelle visite de M. Blinken serait plus probable si les États-Unis accédaient au souhait de Pékin de mettre de côté le dossier du ballon espion, ajoutant que la Chine avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que le FBI divulgue les détails de son enquête sur le ballon abattu. J'espère que Blinken a apprécié son voyage et qu'il n'a pas oublié d'emporter beaucoup de baume à lèvres supplémentaires. Vous savez, il est assez triste qu'après avoir parlé de ce sujet pendant plus de 10 ans, nous voyons toujours ce genre de choses se produire, encore et encore et encore. Le seul moyen de faire changer le régime chinois est de le forcer à changer. Ce n'est pas en se montrant gentil avec la Chine que l'on obtiendra d'elle qu'elle le soit. La Chine est une brute, et vous devez la traiter comme telle. N'oubliez pas que la Chine veut remplacer les États-Unis en tant que superpuissance mondiale. Et il n'y a rien qu'elle ne fera pas pour y parvenir. Une fois que les États-Unis auront compris le point de vue de la Chine, ils seront en bien meilleure position pour négocier. Que pensez-vous de la politique chinoise de M. Biden? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que si Chine non censurée peut continuer à produire des vidéos comme celle-ci, c'est grâce à des spectateurs comme vous. Rejoignez notre campagne de financement participatif sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Pour remercier nos supporters, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui est posée par Steve Rogers. Bonjour, je suis taïwanais. Merci d'avoir clarifié le mythe selon lequel ce sont les États-Unis qui mettent en péril la paix dans le détroit de Taïwan. Sans les États-Unis, le PCC aurait envahi Taïwan depuis longtemps, c'est la première raison qui empêche cela de se produire. Pourtant, je crains fort que d'ici 2027, le PCC soit suffisamment confiant pour gagner la guerre et nous envahir. Que peut faire un Taïwanais moyen comme moi pour se préparer à la guerre? Devrais-je commencer à me préparer dès maintenant? Tout d'abord,
Merci pour votre service, Steve Rogers. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous préparer. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'apprendre à se servir d'une arme à feu. C'est aussi une bonne idée d'avoir des fournitures d'urgence, pour n'importe quelle situation d'urgence. Mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on peut faire pour empêcher une invasion. La démocratie taïwanaise est florissante. Assurez-vous que vos élus comprennent la menace chinoise et soutiennent l'armée taïwanaise. Boycottez les entreprises qui compromettent la sécurité de Taïwan en faisant des affaires avec la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan, c'est insensé. Parlez également à vos amis, à votre famille et à vos voisins. Assurez-vous qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. Parce qu'en fin de compte, il est bien mieux pour nous d'arrêter une invasion chinoise avant qu'elle ne se produise. Merci pour votre question et votre soutien, Steve. Et merci de nous avoir regardés. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.